Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. C'est l'édition du 16 juin 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous. Et vous savez, ce que je trouve vraiment plaisant, ce que je commence à trouver vraiment plaisant dans le podcast, c'est ce fameux rendez-vous quotidien qu'on a pris l'habitude d'instaurer avec vous du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures parce que ça donne de la continuité au show. Donc ça, c'est super important et de voir cette interactivité-là qu'on a avec l'auditoire présentement, de voir vos réactions sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'adore. Voyez-vous, l'émission de ce soir devait être axée sur les trois autres clubs qui composent le groupe C lors du tournoi du côté de Orlando. Le tournoi, bien sûr, je parle de MLS is back du 8 juillet au 11 août. Mais ce soir, voyez-vous, on a présenté hier le 11 de départ. Je vous ai présenté mon 11 et aujourd'hui, vous avez interagi avec moi sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Donc, je vais prendre le temps de défendre un peu mon 11 et de répondre à vos commentaires, à vos interrogations sur l'alignement que j'ai présenté hier soir. Donc, restez là parce que le podcast BBN, ça débute maintenant. Alors, je vous ai présenté hier mon 11 qui consistait en un 4-3-3 que vous voyez à l'écran pour ceux et celles qui suivent le podcast en formule vidéo pour ce soir. Il y aura un podcast sur les deux formats, mais ce sera le même podcast, donc il sera identique en version audio et vidéo. Donc, je vous rappelle le line-up rapidement. Corrales, Binks, Fanny et Broguillard devant Clément Diop. Taider, Wanyama et Pietre sur le centre Boyan pour compléter le losange. Et j'y allais avec Kyoto sur la gauche, flanqué d'Urruti sur la droite. C'est le 11 que je vous ai présenté. C'est le 11 qui a fait réagir aujourd'hui. Beaucoup de réactions. Donc, je vais essayer de défendre mon 11. Et on va commencer tout de suite avec Jukka Raitala. Pourquoi je n'ai pas mis Raitala à l'intérieur de mon 11? Plusieurs questionnements aujourd'hui là-dessus. Parce qu'on le voit, bien sûr... dans l'effectif, on le voit dans le 11 de départ de l'Impact de Montréal. Et moi, je l'ai laissé sur le banc. Et je vous explique brièvement mon choix. Il est fort simple. Jukka Raitala a subi une blessure quand même sérieuse qui devait l'absenter du jeu pour une période allant de 8 à 12 semaines. La blessure est arrivée le 28 février dernier. À tout le moins, c'est le 28 février qu'on a confirmé l'absence de Raitala pour 8 à 12 semaines. Donc, si on fait le décompte, on est à la fin février. 12 semaines, ça nous met 3 mois. Donc, fin mars, fin avril, fin mai. Tranquillement, pas vite, là. Faut ramener Raitala en game shape. Je suis pas certain qu'après 12 semaines, 8 à 12 semaines d'inactivité, Jukka Raitala a la condition physique adéquate pour fouler le terrain et contribuer au succès de l'Impact de Montréal. Je dis pas que présentement, je le laisse de côté. Je dis pas qu'il ne fait pas partie du 23. Vous l'avez vu hier. Il est sur ma liste de 23 joueurs, mais j'aime aussi bien partir avec des valeurs sûres comme ce que je vous ai présenté qu'un Raitala où on ne sera pas certain de la condition physique. J'aime aussi bien le garder en super sub sur le long de la ligne de touche et voir dans la progression du match qu'est-ce qui va arriver avec Raitala en cours de rencontre, mais c'est sûr que je vais l'utiliser. Le tournoi, il est long et d'un autre côté, il est court. Donc, on a très peu de temps finalement pour exploiter
toutes nos ressources et le fait qu'on joue 3 matchs en ronde préliminaire, le fait qu'on va peut-être en jouer 7 au maximum, font en sorte qu'on devra manipuler énormément en cours de tournoi les effectifs pour s'assurer de la bonne santé, de la game shape de tous les joueurs qui vont fouler le terrain à la demande de Thierry Henry lors du tournoi MLS is back. Donc moi, Raitala, c'est par mesure de précaution qu'il n'est pas dans mon 11. Je veux y aller lentement mais sûrement, l'intégrer progressivement à la formation. Donc je ne le vois pas compléter 90 minutes de jeu lors d'une première rencontre. Donc à cet effet-là, tant qu'à l'avoir sur le starting line-up, tant qu'à l'avoir titulaire et être obligé de brûler un changement parce que la condition physique de Raitala n'est pas ce qu'on s'attendait ou qu'on ne veut pas le brûler, bien, j'aime aussi bien le rentrer au besoin en cours de match, mais m'assurer que mes piliers sur le terrain soient les bons et que je peux compter, dépendamment ce qui va advenir dans le courant d'un match, que je puisse compter sur une présence de 90 minutes de jeu. Donc, c'est pas dit qu'on ne l'embarque pas. Ce que je dis, dans le cas de Jukka Raitala, c'est que moi, vu que je ne suis pas sûr et que je ne crois pas que ce soit une bonne idée de le faire jouer 90 minutes, j'aime aussi bien le rentrer en cours de match si je vois que j'en ai besoin, que de le rentrer et d'être obligé de le sortir et de brûler un changement. On sait qu'on va avoir 5 changements sur 3 phases différentes lors de ce tournoi-là. On va les utiliser à bon escient. Il va faire chaud. On va brûler beaucoup de carburant, beaucoup d'énergie. Donc, il faudra bien sûr jongler avec intelligence. Et là-dessus, je réitère ma confiance en Thierry Henry pour jongler avec les effectifs et valider la stratégie. Un autre point qui est revenu et qui vous faisait sourciller un petit peu, c'est la présence de Samuel Piette sur le terrain. Il y en a de deux choses l'une, selon les différents commentaires que j'ai recueillis sur les réseaux sociaux. Il y en a qui le plaçaient complètement en dehors du line-up. Et il y en a qui faisaient juste l'interverser avec Wanyama en sous prétexte finalement que Wanyama était beaucoup mieux une coche en haut de Samuel Piette parce qu'il avait le réflexe offensif peut-être plus facile et que Samuel Piette, on le sait, est un excellent récupérateur. Donc, on le veut un petit peu plus bas sur le terrain. Là-dessus, la réflexion, elle est logique. Elle est défendable, selon moi. Et Samuel Piette, là, je vous explique le pourquoi je l'ai placé dans l'alignement de départ et je l'ai mis comme titulaire pour mon 11 en formule 4-3-3, ce que je vous ai présenté tantôt, ce que je vous ai présenté hier. C'est fort simple. Samuel Piette a démontré depuis le début de la saison. Vous me direz encore une fois, Jeff, reviens-en du début de la saison, il y a 2 matchs de fait et plus les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF. Moi, ce que je dis, c'est que clairement, on a demandé à Samuel Piette, et c'est clair, si vous avez regardé les matchs, si vous les avez analysés un peu, on a clairement demandé à Samuel Piette de changer sa façon de jouer, de changer sa technique pour aller appuyer davantage en phase offensive et prendre des occasions de marquer. Souvenez-vous, dans les dernières rencontres, on a espéré, puis je ne devais pas être le seul assis sur le bout de mon divan à me dire « Tabarouette, Sam va en mettre un ». Ça a passé proche. Ça a passé proche, c'est pas arrivé. Mais on a vu un beau développement, une belle croissance du jeu beaucoup plus en avant. On sait que Samuel Piette avait la réputation de jouer énormément en repli défensif, plus souvent qu'autrement sur Ivan Bush à l'époque. Donc, de jouer en retrait avec son gardien pour relancer le jeu, relancer l'attaque un petit peu plus haut sur le terrain. C'est là qu'on perdait énormément de ballons finalement. Donc, de voir Samuel Piette avoir une belle vision de jeu,
d'être capable de prendre une décision, de jouer en première intention, de se porter vers l'avant et d'aller remettre cette passe-là et aussi d'aller jouer dans le trafic. Moi, j'ai aimé ça et je suis prêt à donner la chance à Samuel Piette. On va revenir tantôt sur une déclaration d'Olivier Renard qui mentionnait aujourd'hui du côté du 91-9 qu'il voulait continuer de travailler, de construire avec sa jeunesse. Mais ça ne fait que du sens de mettre en place un Samuel Piette dans l'effectif pour s'assurer finalement du développement de Sam et de s'assurer qu'on poursuit le travail qu'on avait entamé, sûrement à la demande de Thierry Henry, mais clairement, c'est ce qu'on voulait amener dans le jeu de Samuel Piette. On voulait l'amener à se développer et à appuyer un petit peu plus ce qui se passe en hauteur sur le terrain, à exploser vers l'avant. Et je pense que c'est une mission réussie pour Samuel Piette. Et au-delà de la mission réussie, en tant qu'entraîneur-chef, ce que tu veux voir, c'est un joueur qui respecte ta vision globale de jeu, un joueur qui va appliquer ce que le coach lui demande, qui va dire « OK, je vais l'essayer. On va peut-être pas réussir en un match, peut-être pas en deux, peut-être pas en trois, mais on va s'en aller dans cette direction-là et je vais faire l'effort. » Et clairement, Samuel Piette a levé la main et a répondu présent à cet appel-là de ses entraîneurs. L'autre point qui restait à départager, est-ce qu'on y va avec Maxi ou on y va avec Orji? J'ai été avec Maxi dans mon 11 de départ. Je l'ai mis comme un élément sûr, une valeur sûre. Donc, un joueur que tu veux absolument placer sur ton terrain. Je pense que les performances encourageantes du début de saison de Maxi Urruti forcent la main un peu de Thierry Henry. Et l'an passé, c'est sûr que je débutais le match avec Orji plutôt qu'avec Maxi. Mais dans les circonstances actuelles, avec le début de saison, avec la reprise de confiance que démontre Maxi, avec ce qu'on a vu dans les matchs MLS, avec ce qu'on a vu dans les matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF, moi, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que de donner une bonne dose d'encouragement et de confiance à Maxi Urruti, qui s'en allait clairement dans le bon sens et qui, pour une fois, était à la hauteur des attentes de ce qu'on voulait. Il est présentement le meilleur marqueur. Oui, il y a 2 matchs. N'en demeure pas moins qu'il est là et qu'il est au sommet. Donc, faut profiter de cette hype-là. Faut profiter du fait qu'on surfe sur cette vague-là et les bonnes performances de Maxi doivent être encouragées, doivent être soulignées. Ça, c'est dans un premier temps. Dans le deuxième temps, on sait qu'il y aura 5 changements dans cette rencontre-là. Dans ces rencontres-là. Et moi, ma perception, ma logique que je voulais apporter par le 11 qu'on a là, on sait qu'on va faire 5 changements en cours de match. On sait qu'on va également procéder en 3 phases. Donc, on pourra faire 5 changements à 3 reprises dans le match. 3 reprises pour un total de 5 changements. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est un changement qu'on va se garder soit sur une blessure, soit par protection. Un changement qu'on va prendre pour changer la dynamique un petit peu du jeu et s'adapter au schéma tactique de l'adversaire, à la stratégie de l'adversaire, combler un trou, une lacune à un certain niveau, peut-être à ajuster le schéma tactique. Donc, moi, c'est mon deuxième changement. Et la troisième vague, j'amène de l'énergie et des forces fraîches. Donc, j'y vais avec 3 joueurs d'un coup à la fin d'un match pour changer la dynamique de cette rencontre-là. Et là, je vous explique, et j'en reviens au fait qu'il ne faut pas oublier qu'on va jouer à Orlando. On va jouer sous le soleil chaud et torride de la Floride. Et croyez-moi, si vous avez déjà été à Walt Disney,
au mois d'août, moi je l'ai fait, là, vous savez exactement de quoi je parle, mais à 8 heures le matin, il fait chaud, plus qu'à 3 heures l'après-midi ici. Donc, c'est insoutenable et de fournir un effort physique pendant 90 minutes de jeu sous ces conditions-là, c'est presque impossible. Donc, moi, ce que je vois dans l'alignement que je vous ai présenté, c'est que je pars avec le fait que sur mon banc, j'ai aligné Anthony Jackson-Hamel. Je vous l'ai dit, je m'en suis pas caché, je me suis pas faufilé entre les lignes pour vous l'annoncer. Selon moi, Anthony Jackson-Hamel est un gars qui est en mesure de nous produire un bon 20 minutes par match. Donc, moi, ce que je veux, c'est le rentrer, force fraîche, pleine jambe, à 20 minutes de la fin. On ne le rentre pas tout seul. Donc, c'est là que tu veux quelque chose qui va accompagner Anthony Jackson-Hamel. Si tu le rentres, il y a des forces fraîches, il est de pleine jambe, il est en total shape, mais que d'un côté, tu as Maxi qui est brûlé et tu as Kyoto de l'autre côté, qui est brûlé également. Ben, on vient de perdre tout l'éclat qu'on voulait aller chercher. Par contre, si on sort à 20 minutes de la fin, et dites-moi si c'est logique ou pas, si on sort à 20 minutes de la fin, Kyoto, on sort Boyan, on sort Maxi et on rentre Balou, Anthony Jackson-Hamel et Orji. Moi, je pense qu'on a un trio très, très, très explosif à l'avant qui peut changer la donne en fin de rencontre. Donc ça, moi, personnellement, c'est ma stratégie. Vous pouvez l'adopter, vous pouvez la renier. C'est à votre choix. Mais moi, c'est avec ça que j'avancerai dans cette rencontre-là. L'autre que j'ai laissé de côté, c'est Lassi Lapalainen. Et ça aussi, ça l'a fait énormément jaser. Donc, on va prendre le temps de s'en parler. On sait que ça vient d'être confirmé. Lassi Lapalainen sera avec le bleu-blanc-noir jusqu'à la fin de la présente saison. On a prolongé donc le prêt. On sait que Lassi Lapalainen appartient à Bologne, donc un autre club sous la gouverne de Joey Saputo. Mais on a confirmé aujourd'hui que Lassi Lapalainen poursuivrait son développement avec l'Impact de Montréal. Et je crois sincèrement que c'est une excellente décision. Moi, Lassi Lapalainen, si jamais je l'entre dans mon 11, où ce que je bouge, j'avais mis Romel Kyoto sur la gauche et c'est là que j'enverrais Lassi Lapalainen. C'est là qu'il joue, c'est là qu'il est habitué, c'est là qu'il est à l'aise présentement. Je pense qu'il peut démontrer des belles choses, peut apporter énormément et contribuer à la phase offensive de l'Impact de Montréal. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant de voir évoluer Lassi Lapalainen. Donc, c'est sûr, je ne l'ai pas mis dans mon 11. Par contre, je l'ai en super sub. Moi, je pense qu'il peut venir brouiller les cartes dans un match. Il est encore en séquence de développement. 21 ans, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Mais par contre, j'ai eu des bonnes discussions aujourd'hui sur les réseaux sociaux, entre autres avec Éric Chenois, qui me mentionnait qu'il avait déjà fait part de la possibilité de voir évoluer Lassi Lapalainen comme latéral gauche. À l'instar d'Alphonso Davies, on parle pas, puis je veux pas qu'on compare, là, c'est vraiment pas le jeu que je veux faire ce soir. Je veux pas qu'on dise Lassi puis Davies, c'est la même chose. On n'est pas là du tout. Davies, 2 ans de moins, sont pas dans le même stade de développement du tout présentement. Mais est-ce qu'on peut lui demander à Lassi Lapalainen d'apporter une contribution semblable à ce que peut faire Alphonso Davies présentement avec le Bayern Munich en Bundesliga? Moi, je pense que ce serait logique. J'y avais pas pensé, j'y avais pas réfléchi. Et sincèrement, Alphonso Davies adoptait la même position que Lassi Lapalainen dans son développement régulier, dans sa construction, dans sa morphologie de joueur.
n'était pas donc à la base un joueur latéral gauche et jouer en left back comme il fait présentement. Et c'est là qu'il a vraiment explosé. C'est là qu'il est devenu le joueur qu'on apprend à découvrir et qui va continuer de gagner en progression. Là. 19 ans, Alphonso Davies. Donc, est-ce qu'on peut répéter un peu tout ça avec Lassi Lappalainen? Moi, je pense que c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir. C'est quelque chose à laquelle on peut penser et ça serait vraiment pas fou de voir un développement comme ça et de demander à Lassi Lappalainen, écoute, nous autres, on observe chez toi des caractéristiques qui peuvent ressembler à ce qu'on peut dénicher chez Alphonso Davies. Donc, ce qu'on va te demander, c'est d'accomplir un peu le même rôle et de jouer ce piston-là dans le couloir gauche qui va nous permettre de prendre l'adversaire en surnombre, de ramener les ballons au centre et finalement de donner à chaque occasion une chance de marquer à l'Impact de Montréal. Est-ce que Lassi pourrait jouer ce rôle-là? Je suis obligé de vous dire que je pense que oui. Il faudrait l'analyser, mais pour l'analyser, moi, je ne suis pas prêt à lui accorder dans un match important, dans une ronde qualificative, je ne suis pas prêt à l'essayer 90 minutes là et de dire « Vas-y, let's go, on croit en toi ». Je ne dis pas un premier match de saison, un match d'exhibition à la limite. J'ai pas de problème avec ça. Mais là, on sait que dans le tournoi MLS is back, tous les matchs vont être importants. On sait que les 3 premiers vont compter au classement général de la MLS. Donc, j'aime aussi bien pas prendre de chance et, contraire même, mettre toutes les chances de mon bord d'avoir une excellente progression. Donc, avec Lassi Lappalainen, je vous disais qu'on avait interagi énormément aujourd'hui sur les réseaux sociaux. David, donc, qui nous présentait son 11 et j'ai pris la peine là, de vous le partager parce que je pense que, somme toute, il est logique également. Moi, j'avais décidé de construire un 4-3-3 parce que je pense qu'éventuellement, Thierry Henry va déboucher sur un 4-3-3. On l'avait testé, rappelez-vous, dans la genèse de la présente saison MLS. Ça n'avait pas donné les résultats à laquelle on s'attendait. Donc, on a corrigé le tir, mais tranquillement, pas vite. Moi, je sens qu'on va retourner dans cette formule-là de 4-3-3 plus rapidement qu'on peut s'attendre. Mais le 11 présenté par David me fait quand même bien du sens. Donc, Lappalainen, on le voit flanqué sur le corridor gauche. Brault-Guyard à l'opposé, donc la même job, mais le même piston dans le corridor droit. Raitala, Fanny, Camacho au centre de tout ça. Donc, Taider, Wanyama et Boyan. Voyez-vous, on a laissé Samuel Piette de côté pour y aller avec Taider, Wanyama. Et je pense que dans la formule présentée d'un 3-5-2 ou ça dépend, là, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Ce schéma-là, c'est un 3-4-3, un 3-5-2. C'est à vous de l'imaginer comme vous le voyez. Mais quoi qu'il en soit, où est-ce que tu as juste 2 joueurs au centre qui sont un petit peu plus en retrait que ton trio d'attaque finalement, je pense qu'effectivement, malheureusement, on devra laisser Samuel Piette de côté. Donc, Taider Wanyama, ça fait du sens. Ça fait quelque chose de très, très, très bien balancé en milieu de terrain. Boyan, pour compléter ce triangle-là, moi, je pense que ça fait du sens. Kyoto, Ruti, gauche-droite, j'ai rien à dire. Donc, Kyoto, Boyan, Ruti, pour moi, c'est les 3 joueurs qui se retrouvent en haut du terrain. Je peux pas contester ça. Taider, Wanyama vont là, donc je peux pas contester ça non plus. Alors, il y a Lappalainen, Raitala. Moi, comme je vous disais, Djuka, je le mets pas sur l'alignement de départ. Je vais y aller avec un Binks dans le cas de cette formation-là parce que Raitala, je veux le rentrer en cours de match. Je veux évaluer sa progression, son retour de blessure.
Donc, je veux pas le brûler d'entrée de jeu. Donc, faudra voir quelle sera la décision finale de Thierry Henry et faudra considérer également quel club on affronte. Donc, le schéma tactique qu'on va utiliser, peu importe la formule, va bien sûr être axé, orienté. C'est facile de produire des 11 comme ça quand tu n'as pas d'adversaire, mais il faudra quand même analyser les forces en présence sur la titularisation de l'équipe qu'on affronte pour voir si le 11 qu'on présente fait du sens ou pas. Mais moi, je pense sincèrement que c'est quelque chose de très, très, très logique. Donc, c'était mon 11. On va prendre les prochaines journées pour vous présenter donc les clubs qui seront en compétition avec l'Impact de Montréal au sein du groupe C. Et en terminant le podcast de ce soir, je veux qu'on y aille avec quelques points en rafale. Olivier Renard était de passage au 91-9 aujourd'hui pour nous confirmer ce qu'on savait déjà, mais ce que moi, personnellement, je suis très heureux d'entendre. On va continuer de construire sur les jeunes. Donc, ça, c'est une belle chose. Lassi Lapalainen confirmé. Donc, on étire le prêt. Lassi qui, je le rappelle, appartient à Bologne, était en prêt à l'Impact de Montréal jusqu'au mois de juillet. On a prolongé, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de la présente saison. Donc, on va voir comment tout ça va débouler. On est confiant dans la direction de la MLS de pouvoir être en mesure de compléter la saison au terme du présent tournoi MLS is Back présenté à Orlando du 8 juillet au 11 août prochain. Donc, il faudra voir. Chip à la retraite. Donc, ça aussi, c'est pas une grosse... Harry Chip, 28 ans, décide de tirer la plug, un peu comme l'avait fait Vandril Lefebvre il y a quelque temps. Bon succès à lui. C'est tout ce que je peux lui souhaiter dans ses futurs projets. Bayern Munich en Bundesliga s'est fait champion, victoire aujourd'hui. Pour le Bayern, donc confirmé, la domination se poursuit dans le clan du Bayern Munich en Bundesliga. Faudra trouver une formule, selon moi, au sein de la Bundesliga pour essayer de rapprocher les clubs un petit peu. On sait que le Red Bull Leipzig s'en vient tranquillement pas vite dans la compétition, mais présentement, là, on a clairement qui se détache du lot le Bayern. On a Dortmund qui peut espérer compétitionner. Là, le Red Bull s'en vient tranquillement pas vite. Donc, on pourrait avoir une lutte à 3 au sommet de la Bundesliga. Mais sincèrement, de voir un club assurer et confirmer sa domination comme ça, année après année, sans qu'il y ait trop de compétition, je trouve ça un peu dommage pour la Ligue, pour les fans, pour les autres clubs. C'est jamais bon pour le foot de voir une dynastie s'installer comme ça et être aussi dominant année après année. Donc, il faut trouver un moyen de resserrer un peu. Mais ils ne l'ont pas volé, le Bayern. N'en demeure pas moins que les performances qu'ils démontrent présentement sur le terrain sont de toute beauté. Et Alphonso Davies, nouveau record aujourd'hui, a franchi la barre de 36,51 km/h, record absolu en Bundesliga pour notre Roadrunner. Donc, wow, quelle saison! C'est pas terminé en Bundesliga, mais Alphonso Davies continue de performer. Et ça, c'est une bonne chose. Championnat canadien en terminant, et on va s'en parler un peu plus en détail. On a eu la nouvelle là, alors que je préparais le show de ce soir. Alors, j'ai pas eu le temps trop de m'attarder, mais je vous le dis parce qu'elle est là, elle est sortie. L'édition 2020 du championnat canadien aura lieu avec 8 équipes de CPL, 3 de MLS. Donc, on va poursuivre l'analyse de tout ça. Ils vont revenir. Qu'est-ce qui va se passer avec les clubs de CPL? Qu'est-ce qui va se passer avec les clubs amateurs au sein de cette compétition-là? Ben, faudra juste regarder ce qui s'en vient dans l'avenir pour confirmer
finalement ce qui va se passer. Donc là-dessus, c'était Jeff Morancy avec vous pour cette édition du 16 juin 2020. Vous êtes avec le podcast BBN à BBN Media.